Bienvenue sur la TFM. Nous sommes aujourd'hui à Dubaï avec le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, M. Aguil Soumaré. M. Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de la TFM ici à Dubaï. Vous êtes venu ici pour investir dans l'Union. Pourquoi le choix de Dubaï? Le choix de Dubaï, c'est simplement parce que Dubaï constitue aussi une plateforme internationale pour la finance, comme d'autres grandes places financières que nous connaissons. Nous avons beaucoup travaillé dans les autres parties du monde et nous avons pensé qu'il fallait saisir aussi les autres opportunités qui nous sont offertes dans les pays arabes. C'est pourquoi nous avons pensé utiliser cette plateforme qui n'est pas simplement destinée au seul monde arabe, parce que nous avons invité tous les investisseurs internationaux qui seraient intéressés à nos projets. C'est pourquoi, pour faire cette conférence, nous avons créé un site web. Nous avons posté dans ce site web tous les projets pour lesquels nous étions en train de rechercher des financements. Et nous avons demandé également à ce que tous les investisseurs intéressés puissent s'inscrire dans cette dynamique et dire s'ils sont intéressés, s'ils ne sont pas intéressés. Certains sont venus, d'autres sont partis, d'autres sont venus, sont restés, ainsi de suite. Et nous avons utilisé simplement cette plateforme qui est une plateforme connue, internationale. Vous recherchez plus de 10 000 milliards de francs CFA pour financer des projets intégrateurs. Est-ce que ce que vous étiez venu chercher ici, vous l'avez eu? Il faut dire qu'il ne faut pas le percevoir comme de l'argent frais qu'on a obtenu. Nous sommes venus sur une place financière, nous avons vendu des projets. Nous avons une région, comme je le disais ce matin, qui est cotée en risque plus que de raison. Nous avons tenu à faire comprendre que notre région n'est pas aussi risquée que les autres régions du monde. L'Afrique, telle que perçue avant, n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. S'y ajoute pour l'UEMOA, qui a d'abord une monnaie commune, 8 pays, un même destin. Une monnaie commune, des politiques économiques communes, et nous avons légiféré dans beaucoup de domaines pour avoir les mêmes pratiques. Des politiques économiques robustes et également une stratégie d'avoir un cadre économique, macroéconomique sain à travers ce que nous appelons les critères de convergence de l'UEMOA. Donc quand nous sommes venus, nous avons essayé de vendre ce projet. C'est pourquoi nos chefs d'État sont venus pour donner la crédibilité aux partenaires que nous sommes une région engagée, sérieuse et qui veut également attirer les investissements vers la région. C'est pourquoi les chefs d'État sont venus soutenir ce projet. C'est leur vision. Ils nous ont demandé de mettre en œuvre cette vision. Le président de la BOAD, le gouverneur de la Banque centrale et le président du Conseil régional de l'épargne pour mettre en place cette vision. C'est simplement l'utilisation de la plateforme. Nous avons pu, sur les 17 projets que nous avions présentés, obtenir des manifestations d'intérêt pour 16 projets. Je dis bien manifestation d'intérêt. Pour concrétiser cette manifestation d'intérêt, nous avions mis en place un modèle. Nous avions dit, si l'investisseur est sérieux, s'il croit en son affaire, il faut qu'il mette ses ressources propres à hauteur de 15 à 20%. Le reste du financement doit être structuré autour de partenaires financiers qui croient en notre région. Nous pensons aux fonds souverains ici, dans la région. Nous pensons également aux institutions financières dans la région. Donc quand nous sommes venus, nous avons pu obtenir près de 19 milliards de dollars en termes d'engagement. C'est-à-dire des investisseurs qui nous disent nous voulons ces projets, nous voulons s'y engager. Et également, pour ces projets, il y a des fonds souverains, certains, qui se sont engagés avec les partenaires. Mais ça, c'est l'affaire des partenaires avec les fonds souverains. Donc nous l'avons fait. Maintenant, nous avons tenu aussi à être réalistes.
nous avons signé des MOU, des mémorandums pour dire si au bout de 3 mois, vous avez fait vos due diligence, vous n'avez pas rempli les conditions pour lesquelles nous avions signé, nous reprenons notre liberté d'aller chercher aussi d'autres partenaires qui vont financer nos projets. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous avons eu des manifestations d'intérêt à hauteur de... Beaucoup disent que l'Afrique est un pôle de croissance aujourd'hui. Les 5 grandes économies du monde se trouvent en Afrique. Mais certains estiment qu'il y a des réformes qu'il faut faire pour qu'ils puissent effectivement investir. Mais ça, cela va de soi. Vous savez, c'est pourquoi quand je vois certains économistes dire simplement l'Afrique a besoin de faire des réformes, etc., c'est tout comme si c'est l'Afrique seulement qui doit se réformer. Vous avez connu dans un passé récent les crises les plus importantes qui ont failli emporter la finance internationale ne sont pas venues d'Afrique. Ces crises sont venues d'ailleurs. Mais aujourd'hui, l'Afrique est cotée en termes de risque plus que de raison. Vous prenez dans le cas de l'UEMOA, certes nous avons connu des difficultés dans 2 ou 3 de nos pays, mais vous avez vu comment nous avons pu résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, ces économies, dont l'une la plus importante, qui est le moteur de notre économie sous-régionale, la Côte d'Ivoire, pays post-conflit, qui affiche aujourd'hui des performances extraordinaires. Vous avez le Niger qui affiche des performances extraordinaires. Donc nous avons dit que nous sommes venus pour vendre cette crise, pour changer, pour que la perception qu'on a de l'Afrique, la perception qu'on a de l'UEMOA puisse changer. Nous avons des politiques en matière de risque. Nous avons également mis des instruments régionaux en ce qui concerne la garantie des investissements. Pour les PPP aussi, les chefs d'État nous ont demandé de mettre en place les instruments juridiques nécessaires avec le soutien de la France, avec le soutien de la BAD sur ces questions. La BOAD est en train de travailler sur le volet technique. Nous sommes en train de travailler sur le volet juridique. Donc vous voyez que les instruments les plus performants, c'est-à-dire les financements innovants, nous sommes en train d'y travailler en termes de région. Donc ce n'est que cela. Donc nous voulons que la perception qu'on a de l'Afrique change, que la perception que les gens ont de notre région puisse changer. C'est pourquoi nous sommes venus vendre ces projets et nous mettons notre crédibilité. Pour que cette perception change, il faudrait qu'il y ait aussi... Vous avez dit des réformes. J'ai oublié de répondre à ces questions. Et je vous ai dit réformer. Nous sommes en train de réformer. Aujourd'hui, chacun de nos pays est en programme avec le Fonds monétaire. Nous sommes en train de faire les réformes les plus importantes au plan juridique, les réformes judiciaires, pour garantir qu'il y a la garantie que s'il y a un problème juridique, ça peut être résolu. Notre région aussi fait partie des régions les plus démocratiques, qu'on le veuille ou non. La liberté des personnes et des biens, on peut s'exprimer, on n'a aucun risque de s'exprimer dans notre région. Donc, nous sommes vraiment des économies qui veulent être perçues comme toutes les autres économies. Mais souvent, le reproche qu'on fait aux pays africains, et surtout dans la zone du UEMOA, c'est le problème de suivi et l'évaluation. Les projets sont financés, souvent il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'évaluation, on ne fait pas le bilan. Tout à fait. Ça, nous sommes entièrement conscients de cela. Et c'est pourquoi la conférence des chefs d'État et de gouvernement nous avait demandé de travailler sur le problème de suivi et évaluation. Nous avions un programme économique régional première génération. Il y a eu ces problèmes de suivi et évaluation. Notre partenaire le plus important, qui nous a beaucoup aidés et qui continue encore de nous aider, la France, à travers donc le soutien apporté à notre programme, avait attiré notre attention sur le fait qu'il faut nécessairement qu'au niveau de la région, qu'on ait un instrument de suivi et évaluation. Et la France nous a aidés à mettre en place cet instrument de suivi et évaluation pour le programme économique régional. Donc nous continuons donc à mettre en place ces instruments de suivi et évaluation parce qu'il ne sert à rien de venir devant la communauté internationale, de dire je veux cela, qu'on vous le donne et que vous vous donnez le temps de faire comme vous voulez. Il faut un suivi et évaluation. Mais suivi et évaluation également, ça ne veut pas dire simplement du côté
des pays, mais du côté des partenaires aussi. Parce que si vous prenez un engagement, je prends un engagement, comme j'avais l'habitude de le dire d'ailleurs quand j'étais aux affaires dans mon pays, une fois je dis à les partenaires, nous avons signé des engagements, retournez au pays, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre en place un instrument donc, de suivi-évaluation et tous les 3 mois, nous allons faire une rencontre au cours de laquelle vous allez me critiquer sur les engagements que je n'ai pas réalisés, mais je me donnerai aussi la liberté de vous critiquer sur les engagements que vous n'avez pas respectés. Ici aussi, c'est la même chose. L'instrument de suivi-évaluation est très important parce que ça rassure même nos partenaires au développement qui nous financent aujourd'hui sur la base des ressources que les populations ont accepté de donner à leur gouvernement pour nous aider, mais nous devons également d'avoir un système de suivi-évaluation pour rassurer ces partenaires que nous l'avons utilisé à bon escient, pour que aussi ces pays aussi puissent rendre compte correctement à leur population que nous avons aidé tel pays, mais que les ressources ont été utilisées dans les meilleures conditions. Donc il faut un système forcément de suivi-évaluation. Aujourd'hui, c'est peut-être la 3e ou la 4e table ronde que l'Union a tenue, 2006-2013. Ça n'a pas été suivi de financement concret. Aujourd'hui, après Dubaï, est-ce que vous pensez que c'est sûr que les engagements qui sont pris seront respectés? Ce n'était pas une table ronde. Une rencontre d'investissement. Nous avons fait des rencontres avec nos partenaires sur les 2 programmes économiques régionaux, dont le dernier en 2012 avait à Abidjan. Aujourd'hui, nous avons sollicité le partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr, nous ne voulons que donner des gages. Nous avons mis sur le marché, comme je peux le schématiser, un produit qui a trouvé preneur. Maintenant, il nous faut travailler à la qualité de ce produit. Il faudrait que le partenaire puisse comprendre est-ce que ce que nous lui avons proposé est bien, donc faire ses due diligence, et nous aussi faire notre due diligence, est-ce que ce partenaire qui a pris ses engagements les a respectés ou pas. Mais il va de soi qu'il est important, et c'est en rapport d'ailleurs avec le problème de suivi-évaluation que vous avez évoqué, qu'il faut voir également est-ce que ces engagements seront tenus, parce que les montants sont aussi importants que quand on l'entend, mais la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de dire ils sont partis à Dubaï, ils sont revenus avec 19 milliards dans les poches. Nous n'avons pas encore les 19 milliards, nous avons signé des engagements fermes. Et ces engagements, maintenant, nous allons travailler à les concrétiser, à les matérialiser. Vous avez dit au début de cette émission, Dubaï est une plateforme financière où beaucoup de personnes viennent pour investir dans des fonds d'investissement. Certains se demandent pourquoi ne pas organiser ces rencontres en Afrique pour demander aux Africains eux-mêmes de financer leurs propres projets. Parce que peut-être qu'il y a des moyens de le faire en Afrique. Ça, c'est vrai. Nous devons travailler à faire en sorte que les ressources aussi dont nous disposons peuvent servir au développement de l'Afrique. Nos partenaires d'ailleurs le comprennent si bien qu'ils nous aident à inverser le cours des choses. Par exemple, si vous regardez le cas des ressources minières, c'est tout comme les modèles que nous avons mis en place jusqu'ici ne bénéficient pas aux populations. Et même nos partenaires, aujourd'hui, le comprennent si bien qu'ils sont en train de nous aider à avoir des modèles de contrat qui puissent bénéficier aussi autant à l'investisseur qu'au pays. C'est vrai. Donc il nous faut donc travailler à cela, et je conçois bien que ces ressources. Un jour, je discutais avec un de mes amis économistes qui m'a dit, vous savez, Monsieur le Président, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que l'Afrique a un sol très riche. C'est tout comme si le sol était, si vous voulez, une barrière. En dessous, vous êtes très riche, mais dès que vous traversez la barrière, en dessous, au-dessus, vous êtes les plus pauvres. Il dit la problématique de votre Afrique, de l'Afrique, c'est comment faire en sorte que ces richesses que vous avez en dessous puissent servir à lutter contre cette pauvreté que vous avez en dessous. C'est schématique,
Mais je me suis dit, pourtant il a raison. C'est pourquoi nous, aujourd'hui aussi, nos partenaires savent très bien cela, qu'ils nous aident à travailler sur les modèles de contrats, aussi bien pour les ressources minières que les autres ressources, pour avoir les meilleurs contrats possibles. Les premiers contrats n'étaient pas de bons contrats, il faut le reconnaître, mais les contrats d'aujourd'hui, les pays se battent pour avoir de très bons contrats. Et ce que j'apprécie plus, c'est que ce sont nos partenaires dont les entreprises sont des ressortissants de ces pays, ce sont ces mêmes partenaires qui nous aident même à le faire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le monde a changé en termes de perception et que tous ils savent que un îlot de prospérité dans un océan de pauvreté ne peut pas inverser le cours des choses dans le monde. Nous avons besoin en Afrique que l'Afrique puisse se développer. Nous avons besoin également que la prospérité puisse être aussi au sein de nos pays. C'est pourquoi l'UEMOA, avec la vision de nos chefs d'État aujourd'hui, qui sont résolument tournés à régler ces problèmes, à se battre contre ces problèmes. Donc l'UEMOA fait tout pour, sur la base de cette vision dégagée par la conférence des chefs d'État, que nous puissions arriver à inverser les choses. C'est pourquoi nous avons mis, si vous voulez, 4 champions autour de 4 projets importants. Sur l'énergie, c'est le président Yahi Boni. Sur l'agriculture, le président Issoufou du Niger. Sur le financement de l'économie, le président Ouattara de Côte d'Ivoire. Également sur les aspects sécuritaires, la sécurité, le président Macky Sall du Sénégal. C'est dire simplement que la vision aujourd'hui des chefs d'État est une vision très cohérente de ce que nous sommes en train de faire. Vous avez produit un document qui s'appelle UEMOA 2020. Dans ce document qui a été fait par d'éminents spécialistes de questions économiques en Afrique, c'était prévu, même d'aller, je crois, le Secrétaire fédéral, mettre en place une armée fédérale pour éviter justement ces conflits que nous vivons aujourd'hui, comme celui qui est au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui ces obstacles ont été franchis? Ces obstacles sont en train d'être franchis. Mais il faut reconnaître que nous avions effectivement, il y a deux choses. Il y a la vision 2020, mais également il y a le panel qui avait fait un excellent travail. Il y avait des choses qu'ils avaient prévues, qui se sont même réalisées par prémonition, notamment le problème qui est passé au Mali. Mais vous savez, ce ne sont pas des problèmes faciles. Aller comme ça à l'État fédéral, vous comprenez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'Union africaine en est un exemple. Lorsque on a discuté sur le projet Union africaine, nous avons pensé qu'il fallait faire des cercles concentriques par région et ensuite que les régions puissent se fédérer plus tard pour faire également l'Afrique. Ici aussi, c'est le même problème, le projet fédéral, parce qu'ils se sont basés sur le fait que les pays de l'Union, pendant très longtemps, sont ensemble et qu'ils pouvaient franchir ce palier. Mais ça, c'est des décisions politiques. Nous sommes encore dans l'économie. Mais nous travaillerons donc sur ces questions. Nous allons continuer à y travailler, à faire de la réflexion, à faire de la proposition. Et les politiques aussi réfléchiront sur ce qu'ils feront. Nous sommes des économistes. Ce que beaucoup reprochent aujourd'hui aux institutions qui sont en Afrique, c'est cette manque africaine de capacité de négociation. Surtout d'aller ensemble parler avec la même voix. Par exemple, l'histoire des APE, où certains pays ont décidé de signer, d'autres ne sont pas encore d'accord. Nous sommes en train de travailler sur l'agriculture, sur beaucoup de choses. L'Union européenne pourrait aujourd'hui exporter ses produits finis en Afrique, qui vont concurrencer ces paysans même pour lesquels vous battez. Vous avez parlé des APE. 2004, j'étais ministre du budget. J'ai été parmi les plus farouches opposants au premier accord qui nous a été donné. J'étais ministre du budget. Cet accord, j'étais aussi contestataire, je peux dire, de cet accord. Dieu a fait que je me suis retrouvé
négociateur en chef de cet accord, de ce nouvel accord. Qu'est-ce qui a changé Avec mon ami le président de la CEDEAO. Nous avons été désignés par des chefs d'État de la CEDEAO pour être les deux négociateurs en chef. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez raison. Beaucoup de choses ont changé. Nous ne pouvons pas être dans un monde ouvert et dire que nous n'avons aucun accord avec qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Il faut être réaliste. Beaucoup de choses ont changé parce que sur les fondamentaux même de l'accord, nous avons tenu à faire certaines garanties. Sur l'accord qu'on avait la clause de la nation la plus favorisée, nous avons expliqué que la perception qu'ils en avaient ne pouvait pas être la même. Deux pays qui ont le même potentiel que vous, les mêmes conditions que nous leur offrons, nous leur offrons. La clause de non-exécution. Cela signifie que si un État est défaillant sur les engagements, absolument, tous les États sont solidaires et tous les États seraient sanctionnés. Nous avons dit non. Parce que tout simplement, on ne peut pas sanctionner tous les États parce qu'un État est défaillant. Parce qu'il y a également des réalités sociales derrière cet engagement. Notamment, toutes les discussions qui ont eu cours autour d'aspects sociaux, qui sont considérés comme des aspects sociaux. L'égalité de certaines... la possibilité de pouvoir exprimer ce qu'on est. Cette liberté, nous avons considéré que c'est une liberté privée. Et que nous avons d'autres perceptions de la chose et que nos chefs d'État n'ont pas voulu le faire. Pour plusieurs choses, c'est des problèmes de société. Ce qui a changé aussi, c'est qu'au plan agricole, nous avons dit, le président Kadré et moi-même, quand nous avons discuté de ces questions, que nous n'allons pas sacrifier notre agriculture. Nous avons dit, si un seul produit agricole venant d'Europe doit entrer sur notre territoire et que ce produit incorpore des subventions, nous avons le droit d'utiliser nos moyens de défense commerciale que nous avons mis en place pour également contrecarrer cela. Nous l'avons fait. Nous avons également dit aux Européens que nous avons un nouveau tarif extérieur commun. Mais ce nouveau tarif extérieur commun, l'ancien tarif était à 4 bandes, ce tarif est à 5 bandes, dont une bande de 35%. Cette bande de 35%, nous l'avons sciemment introduit dans le tarif pour simplement pouvoir protéger nos entreprises naissantes. Parce que nous ne pouvons pas également être des seuls consommateurs, nous ne voulons pas sacrifier notre tissu commercial. Nous avons également discuté avec nos partenaires pour leur dire qu'il faut un PAPED, un programme APE pour le développement. Non pas simplement un programme commercial, mais pour le développement. Et sur tout cela, il faut le reconnaître, et je tiens à féliciter aussi l'Union européenne, à remercier. Nos partenaires nous ont rejoints, donc il y a eu des changements. Bien sûr, quand on discute, on gagne une part, on perd une chose. On ne peut pas tout avoir dans la vie, mais on ne peut pas dire aussi que nous n'aurons jamais d'accord au moment où des accords sont en train d'être signés avec d'autres pays, on est en train de vous cerner, et après si on vous cerne de partout et qu'on a signé partout, qu'est-ce qui va se passer? Nous préférons travailler sur un bon accord. Maintenant, un accord c'est un accord, aucun accord n'est parfait. Mais nous pensons avoir négocié en toute honnêteté pour avoir un excellent accord. Beaucoup reprochent aux institutions africaines aujourd'hui, telles que l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine, de vouloir avoir l'indépendance de l'Afrique et être financée par l'Union européenne ou bien la Chine. Par exemple, ils disent même que le siège de l'Union africaine a été financé par les Chinois. Vous savez, moi je suis un homme réaliste, vous comprenez? Est-ce que simplement vous m'avez aidé, vous avez lavé ma conscience de mes convictions? Ça peut conditionner. Non, je suis désolé. Je suis un homme comme tout le monde, j'ai mes convictions. Cela ne veut pas dire que vous m'aidez, que forcément vous allez changer ce que j'ai en tête. Et je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais jeune étudiant, quand j'ai eu ma maîtrise en économie, avec des amis, on se disait, bon, il ne faut pas aller à l'ENAM, on discutait dans
dans nos chambres d'université. Non, il ne faut pas aller à l'ENAM. Si vous allez à l'ENAM, vous allez être PES, vous allez être ceci, on va vous phagocyter, vous n'allez pas avoir votre indépendance. Mais moi, je dis, compte tenu de ma réalité sociale de ce moment, je ne pouvais pas continuer à me dire les opportunités qui sont offertes à moi, je ne vais pas les saisir. Je dis à mes propres amis, écoutez, ça, si vous pensez que vous, en allant là-bas, on va laver votre esprit de vos convictions, c'est votre problème. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je vais faire le concours. J'ai fait le concours, je suis entré. Et pourtant, j'ai continué à être indépendant. Mais ça, c'est le niveau personnel. Mais je dis, c'est pourquoi je vous dis que c'est un problème de personne. Ce n'est pas un problème de... Chacun a ses convictions. Alors donc, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, l'Europe est en train de nous aider, que forcément l'Europe va imposer, parce que l'Europe n'impose plus. L'Europe discute beaucoup avec les gens, mais quand vous n'avez pas la capacité de discuter, quand vous n'avez pas la capacité de défendre votre idéal, qu'est-ce qui va se passer? Les Européens, ils discutent, parce que aussi, il faut le reconnaître, mais également, c'est des gens qui ont aussi des préoccupations dans leur propre pays. Donc quand ils discutent avec vous aussi, ils regardent aussi les populations. Vous avez toujours vu en Europe, dans tous les pays, des problèmes qui se passent, des problèmes sociaux, etc. Vous pensez qu'ils vont discuter avec vous en ne tenant pas compte aussi de leurs intérêts? Il faut être réaliste. Il faut que chacun d'entre nous essaie de défendre ses intérêts. C'est à nous de savoir défendre nos intérêts. Une dernière question. Vous êtes à Dubaï. L'émir a rencontré le président, il a tenu un langage assez clair. Il a voulu être numéro 1 partout, il a battu que Dubaï soit numéro 1. Et que eux, responsables africains, doivent se battre pour que le pays soit numéro 1. Mais c'est ce que nos chefs d'État ont fait. Vous voyez, pour venir défendre un projet économique, nos chefs d'État, 6 se sont déplacés. Les autres ont eu des engagements postés avant, qui n'ont pas pu faire le déplacement. 6 chefs d'État qui ont la même crédibilité que tous les autres chefs d'État, se sont engagés ici, sont venus ici pour défendre leur projet. Cela signifie qu'ils ont une vision quelque part. Et c'est cette vision que ces chefs d'État sont venus défendre ici. Donc, le problème de la comme vous l'appelez, de la crédibilité, il est là. C'est cet engagement ferme de pouvoir inverser les choses, de pouvoir procéder aux transformations de nos économies. C'est pourquoi ces chefs d'État sont venus ici. Voilà, M. Agibou Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de la TFM réalisé ici à Dubaï, Question Directe. Merci à l'équipe technique d'Africable et de STV qui nous ont bien voulu nous aider à réaliser cette émission. Merci à toute aussi l'équipe technique et l'équipe de communication de la l'UEMOA qui m'a accompagné pour pouvoir faire cette émission. Merci. Au revoir.